Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, le magazine des temps forts de l'actualité de la semaine à l'Assemblée et au Sénat avec, à mes côtés, Oriane Mancini. Bonjour Oriane. Bonjour Thibault. Et cette semaine, notre invitée est Sophie Taillé-Polian, sénatrice apparentée socialiste du Val-de-Marne. Vous êtes membre du mouvement Génération. Bonjour à vous. Bonjour. Et cette semaine, l'Assemblée nationale a adopté la loi anti-casseurs à une large majorité, mais on retiendra un chiffre, 50. C'est le nombre de députés de La République En Marche qui se sont abstenus, une première sous le quinquennat. Le Sénat, lui, poursuivait l'examen de la loi Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises. Les sénateurs de droite et de gauche se sont alliés pour rejeter l'une des mesures phares du texte, la privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Et alors que la mobilisation des Gilets jaunes et le grand débat se poursuivent, les députés ont débattu mercredi des avantages fiscaux réservés aux plus aisés. Les oppositions crient à l'injustice fiscale. Bruno Le Maire, lui, a redit son opposition au retour de l'ISF. Et on commence par le vote de la loi contre les casseurs. Une loi qui a fait de la casse au sein du groupe La République En Marche. 50 députés macronistes se sont abstenus lors du vote du texte mardi après-midi. Une première depuis le début du quinquennat, un malaise qui s'exprime sur un fond de critique contre une loi qualifiée de liberticide. C'est l'interdiction administrative de manifester qui justifie ce trouble. Explication Elsa Mondingava. Majorité 240 pour 387 contre 92. L'Assemblée nationale a adopté un vote large pour adopter la proposition de loi anti-casseurs. Mais au sein du groupe majoritaire, 50 voix ont manqué, une abstention record pour des députés En Marche habitués à la discipline. Un fait politique que tentent de minimiser tour à tour les présidents du groupe et du parti. Il n'y a pas de malaise, il y a eu un travail collectif qui aboutit au résultat d'aujourd'hui. Un certain nombre de nos collègues peuvent avoir des hésitations parce que c'est un texte qui touche à quelque chose d'essentiel. Je respecte cette position. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas eu de vote contre de la part des députés de La République En Marche. Il peut y avoir du débat au sein de notre groupe. Je ne crois pas qu'il y ait eu de vote contre la loi. Et donc nous avons trouvé les bons équilibres dans un groupe qui débat, qui vit, et c'est bien normal, c'est la démocratie. Chez les abstentionnistes, on se félicite du message envoyé. Je n'imaginais pas quand même autant. 50, ça parle et ça montre à quel point ce texte ne convient pas à beaucoup d'entre nous. Mais ne leur parlez pas de fronde, eux n'y voient que du débat. Ça provoque quelques divisions, mais c'est pas très grave. Encore une fois, il faut comprendre que ce groupe-là, c'est un peu une sorte de coworking de la politique. C'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord, des majorités un peu fluctuantes, et ça ne fait pas de nous des frondeurs, ça ne fait pas de nous des gens qui fracturent le groupe. Je crois que plus on challenge le gouvernement, plus on le rend fort. 50 abstentions, la preuve d'un groupe qui s'affirme pour les uns, qui se fracture pour les autres. Alors, Sophie Taillé-Polian, est-ce que vous saluez le vote de ces 50 députés macronistes qui se sont abstenus ? Écoutez, je ne sais pas si je les salue, je pense qu'ils ont fait en leur conscience. Cependant, on voit bien qu'il y a eu de fortes pressions pour ne pas qu'ils votent contre. Et je pense que certains d'entre eux auraient bien aimé voter contre et que cette loi, liberticide qu'elle est, appelait un vote contre. Car elle revient sur une des libertés fondamentales qui est celle de manifester. Et elle place le gouvernement en situation de dire qui a le droit de manifester et qui n'a pas le droit. C'est inacceptable. On va revenir sur le fond de la loi, mais sur ce qui s'est passé lors du vote. Est-ce que vous dites qu'Emmanuel Macron voit sa majorité se fissurer ou est-ce que finalement vous dites que ce texte restera une exception ? Je pense que Emmanuel Macron, sur un certain nombre de choses, il fait ce qu'il avait dit. Sur la question fiscale, et nous y reviendrons, il avait annoncé la couleur et on voyait bien un candidat à la présidentielle qui était très matricé par l'idéologie néolibérale. Mais cela dit, sur le plan des libertés publiques, sur le plan de la question des migrants, il avait affiché un bel humanisme. Eh bien, c'est là-dessus qu'on voit qu'il revient totalement sur la belle image qu'il avait voulu vendre et que c'est un président autoritaire, c'est un président qui n'hésite pas, pour des questions de communication, à revenir sur des libertés fondamentales et c'est un président qui n'hésite pas non plus à appliquer une politique, je dirais, cruelle et absolument pas humaniste sur la question des migrants. Finalement, c'est sur ces questions que la fracture pourrait se créer dans la majorité, tout comme elle s'était créée peut-être pendant le quinquennat Hollande, sur les sujets plutôt économiques.
Écoutez, pendant le quinquennat Hollande, il y a aussi la déchéance de la nationalité qui a beaucoup marqué sur ces questions de liberté fondamentale, d'égalité, d'humanisme. Moi, je pense qu'il y a en tout cas une grande fracture avec le peuple de gauche qui avait voté pour Emmanuel Macron par un certain sens des responsabilités qu'on peut regretter aujourd'hui. Et j'appelle vraiment tous ceux et toutes celles qui pensaient voir en Emmanuel Macron un humaniste à revoir leur jugement, mais je pense qu'ils l'ont déjà fait. Parce que depuis 20 mois, ce qu'on voit, c'est vraiment le contraire de cela. Mais c'est-à-dire, parce que c'est vrai que les 50 abstentionnistes sont la plupart des gens issus des rangs socialistes, issus de la gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, cet appel, il les concerne? Est-ce que vous leur tendez la main à ces abstentionnistes? Moi, j'appelle les gens à prendre leurs responsabilités. Une abstention sur un texte qui remet en cause une liberté fondamentale ne suffit pas à se racheter une bonne conscience. Et si, après, on continue à appliquer un certain nombre de choses, à accepter un certain nombre de choses de ce type, juste en s'abstenant pour avoir bonne conscience, eh bien ça ne suffit pas, parce que là, on touche à quelque chose de fondamental. Et tout cela réside dans la façon dont ça va être appliqué. Mais une loi, elle reste. Et au fur et à mesure que les choses évoluent, on l'applique de façon plus ou moins différente. Et on va assister à des débordements. Et pour moi, c'est de la bonne conscience. Mais bien sûr, c'est de la bonne conscience. Face à des manifestants. Ça n'empêche rien d'une situation qui s'est aggravée au regard des libertés publiques. Et ce n'est pas la première fois, puisqu'il y a aussi eu la loi antiterroriste. Il y a aussi eu un certain nombre de décisions qui vont contre cette vision d'un Emmanuel Macron humaniste. Il est temps qu'ils prennent conscience qu'ils sont dans un jeu qui est très dangereux pour notre démocratie. S'abstenir ne suffit pas. En même temps, vous les voyez, ces manifestants, ils sont de plus en plus violents. Ils s'attaquent à des commerçants, aux forces de l'ordre. Est-ce qu'il ne fallait pas durcir la législation? La législation était déjà, je dirais, suffisamment dure et il ne faut certainement pas restreindre les libertés publiques. Vous savez, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on règle le problème. Si les gens ont eu aussi cette dérive violente, un certain nombre de personnes, pas tous, c'est aussi parce qu'il y a une incapacité à se faire entendre autrement. D'ailleurs, c'est quand ils ont commencé à être violents qu'ils ont gagné. Donc moi, qu'ils ont gagné 10 milliards d'euros. On pourrait revenir sur le fait qu'ils les aient vraiment gagnés parce qu'on ne sait toujours pas qui va vraiment régler la facture. Mais ce que j'observe, c'est qu'on est arrivé à un épuisement démocratique. Au contraire, il faudrait prendre en compte le fait que quand il y a des manifestants, cela veut dire quelque chose et on ajuste sa politique. Or, depuis de nombreuses années, et singulièrement là, eh bien, les manifestations ne changeaient rien. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir être à l'écoute. Emmanuel Macron écoute la violence finalement. Que les gens... Non, oui, il n'a écouté que la violence. Alors moi je regrette très fortement ces violences. Mais ce que je regrette aussi, c'est que dans cette loi anti-casseurs, on ne parle jamais des violences policières qui sont pourtant de plus en plus avérées. Il y a plus d'une centaine d'enquêtes qui sont ouvertes aujourd'hui sur les violences policières qui ont touché pour la plupart des militants ou des manifestants qui n'étaient en aucun cas violents. Et on le voit aujourd'hui, il y a une dérive sur la question notamment des flashballs. Là, que fait le gouvernement? Il nie, alors même qu'on utilise ces armes qui peuvent quand même éborgner, qui peuvent attenter à l'intégrité physique des gens de manière durable, et il nie. Moi, je pense que c'est une attitude qui est irresponsable. Mais là, la loi vise tout de même les personnes qui auraient commis des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes, ainsi que des dommages importants aux biens ou des actes violents lors de précédentes manifestations. Ce sont des garanties qui ont été apportées lors de la réécriture à l'Assemblée. Elles ne sont pas suffisantes, selon vous? Qui juge de cela? C'est ça la question. Évidemment qu'il faut, réguler le droit de manifester. Qui en est le juge? Est-ce que c'est justement une autorité indépendante, le pouvoir judiciaire, des juges indépendants? Ou est-ce que c'est le préfet qui agit au nom de l'État, au nom du gouvernement? On ne peut pas être juge et parti. Quand on a une manifestation contre soi, on ne peut pas choisir les bons et les mauvais manifestants soi-même. Sinon, ce n'est plus la démocratie. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Et là, ce qu'on observe quand même, c'est qu'on a un pouvoir législatif, notamment à l'Assemblée nationale, qui est très au garde à vous. Moi, je connais des députés En Marche qui voulaient voter contre. On dit « Ah, c'est de la liberté, ils se sont abstenus ». Ils voulaient voter contre. On leur a mis une grosse pression pour ne pas le faire. Et ce que j'observe... Qui leur a mis une grosse pression? Gilles Legendre, le président du groupe? Je ne sais pas qui personnellement, mais vous voyez bien, c'était dit dans votre reportage. Ah, on est content, il n'y a pas eu de vote contre. Donc on voit bien qu'ils ont monnayé le fait de ne pas avoir de problème après dans le groupe en discutant uniquement sur l'abstention. Donc tout cela est irresponsable, je crois, au regard des enjeux. Allez, on va passer au Sénat qui a achevé cette semaine l'examen de la loi Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises.
Examen difficile pour Bruno Le Maire cette semaine. Bruno Le Maire qui porte cette loi, il a dû faire face à une alliance des sénateurs de droite et de gauche qui ont rejeté l'une des mesures phares du texte, la privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Michael Spitzberg. Pour l'adoption 246 contre 78. Le Sénat a adopté. L'article 44 est supprimé. La privatisation d'Aéroports de Paris a donc été rejetée par les sénateurs à la faveur d'une alliance droite-gauche. Une alliance de circonstances qui n'a pas échappé au ministre de l'économie. La recomposition politique française nous réserve encore bien des surprises. Avec la vente d'ADP pour une durée de 70 ans, l'État espérait 8 milliards d'euros. Une somme qui aurait dû alimenter un fonds pour l'innovation à hauteur de 250 millions d'euros par an via un placement boursier. Un raisonnement économique illusoire pour les communistes. S'il n'y a aucun krach financier, aucune chute de courbe, alors si vous connaissez un produit qui va nous rapporter sur les 70 prochaines années 2,5%, je vous confie mon PEL. D'autant qu'ADP rapporte aujourd'hui près de 180 millions d'euros par an à l'État, avec des perspectives en hausse pour l'avenir. Alors pourquoi vendre, s'interroge la droite sénatoriale. Autant je comprends une privatisation quand une entreprise publique ne marche pas et ne peut pas marcher tant qu'elle est tenue par les règles publiques. Je comprends. Franchement, c'est une entreprise stratégique qui fonctionne, gardez-la. Pour les socialistes, c'est un État mal en point qui cherche de l'argent quitte à répéter des erreurs comme la privatisation des autoroutes. S'il n'y avait pas d'exemple dans le passé, on pourrait vous excuser et croire à l'inexpérience, mais il y a cet exemple de ces autoroutes dont beaucoup aujourd'hui contestent la pertinence de la privatisation. Pour le gouvernement, le salut passera peut-être par l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot en commission mixte paritaire, aux grandes dames du Sénat. Sophie Taillé-Polian, pourquoi ces privatisations vous semblent-elles une erreur ? Eh bien, elle me semble une grave erreur parce que là, nous sommes sur ADP, notamment sur Aéroports de Paris, sur un actif stratégique, sur un actif rentable. Il n'y a donc aucune bonne raison et les arguments financiers de financer un fonds d'innovation de rupture ne tiennent pas parce que les dividendes rapportés par cette entreprise sont au niveau de ce que souhaite mettre Monsieur le maire pour financer les entreprises d'innovation. Donc voilà, c'est incompréhensible au regard des raisons qui sont données. En plus, il s'agit d'un monopole parce qu'il n'y a pas d'autres gros aéroports à ce niveau-là en France. Et donc, quelque part, on pense même que c'est inconstitutionnel. Donc, il y a énormément de raisons, tant à la fois juridiques que financières, que de bonne gestion. Est-ce qu'il est de bonne gestion de vendre un actif qui rapporte autant? Et est-ce qu'il est de bonne gestion de vendre un actif qui est si stratégique? Une infrastructure comme celle-là doit rester sous gestion publique. Et pour vous, ça sera déclaré inconstitutionnel, c'est ça? Écoutez, en tout cas, il y a un certain nombre de juristes qui s'interrogent quant au fait que les aéroports de Paris soient un monopole de fait et que donc ce serait totalement inconstitutionnel. Je pense qu'il y aura des actions là-dessus, effectivement. Des actions, c'est-à-dire que vous, votre groupe... auprès du Conseil constitutionnel, ou je sais que les syndicats y réfléchissent, je sais que des groupes politiques y réfléchissent, bien sûr, parce que nous pensons que c'est un monopole de fait au regard de la place d'Aéroports de Paris, tant du point de vue de Charles de Gaulle, plus Orly, plus le Bourget, etc., que c'est un monopole de fait qui est constitué dans notre pays par ces infrastructures. Alors Bruno Le Maire a dit « Nous entourons ces opérations de toutes les garanties pour la protection des intérêts stratégiques de l'État ». Vous n'y croyez pas? Mais à chaque fois, on nous fait le coup. Alors revenez sur Engie, autre privatisation présente dans la loi Pacte. Alors on va y revenir, parce qu'en revanche, le Sénat a autorisé Engie. Oui, mais on nous dit non, mais il faut revenir sur la garantie qu'on avait mise, c'est-à-dire qu'on avait accepté d'ouvrir le capital d'Engie parce qu'il y avait des garanties. Telle garantie qu'on va inscrire dans la loi, le marbre de la loi, etc. Puis quelques années plus tard, on revient et on enlève. Donc, si vous voulez, ces garanties-là, elles ne nous semblent pas du tout véritablement solides. Mais au-delà des garanties, est-ce que c'est une bonne opération? Mais ce n'est pas une bonne opération que de vendre un actif qui est aussi rentable, avec des perspectives de développement qui sont avérées. Une importante augmentation du trafic aérien est prévue. Et donc cela va rapporter. Pourquoi se séparer? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que le gouvernement a peur d'un chiffre. Ce chiffre, c'est 100% de la dette sur le PIB. Il ne veut absolument pas qu'on atteigne ce 100%. Donc, il dégonfle artificiellement la dette de la France en vendant des actifs qu'il va pouvoir vendre facilement, qu'il va pouvoir vendre cher. Pourquoi? Parce que ce sont des actifs très précieux.
est très rentable. Alors, on l'a entendu dans le sujet, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot sur ce texte. Malgré tout, ce vote négatif du Sénat, droite et gauche réunis, vous espérez qu'il puisse faire infléchir le gouvernement sur ces privatisations ? Écoutez, moi, ce que j'ai dit à Bruno Le Maire pendant le vote au Sénat, pendant le débat au Sénat, c'est que je pense que, quelque part, il n'a pas le droit de faire cette privatisation. Là. Alors, il a le droit juridiquement de faire passer au Sénat ou à l'Assemblée ce projet de loi. Mais politiquement, moralement, a-t-il le droit de privatiser une infrastructure comme celle-là, alors même que dans le pays, les gens trouve scandaleux aujourd'hui la privatisation des autoroutes. Les Français ne sont pas d'accord. Et moi, j'appelle vraiment à ce que tout le monde puisse se saisir de ce vote du Sénat, qui est unanime sur tous les bancs du Sénat, alors que pourtant des différences politiques, il y en a, et elles sont quand même très visibles tous les instants de la vie démocratique du Sénat. Mais là, nous sommes unis pour dire que ce n'était pas une bonne idée. Moi, j'appelle vraiment les citoyens, les citoyennes à se mobiliser sur cette question, parce que je crois qu'il n'y a pas de majorité en France au niveau du peuple, au niveau des citoyens, pour accepter une telle privatisation au regard de l'exemple notamment des autoroutes. La privatisation d'Engie, en revanche, a été votée. Elle pose moins de problèmes ? Elle pose moins de problèmes visiblement à la droite sénatoriale. Nous, elle nous en pose tout autant parce que nous considérons que pour ce qui concerne l'achat de gaz, l'achat d'énergie, ça reste stratégique. Il y a aussi la question des réseaux qui reste pour nous stratégique. Là encore, on est sur le fait de l'État qui se défausse, qui n'a plus de vision vraiment d'intervention dans l'économie, juste qui régule. Mais on voit bien que souvent la régulation est insuffisante pour lutter contre l'aspect débridé du capitalisme aujourd'hui. Alors, on en vient à notre troisième thème, l'ISF. Rétablir l'ISF, c'est l'une des principales revendications de nombreux gilets jaunes, une revendication aussi du groupe socialiste à l'Assemblée nationale qui a choisi ce thème cette semaine pour un débat dans l'hémicycle. La fiscalité des plus hauts revenus a donc de nouveau été l'objet de vice-passe d'armes entre le gouvernement et les bancs de la gauche. Résumé signé Laszlo Gelabert. C'est un sujet sensible au cœur de la contestation des gilets jaunes. Les députés ont débattu mercredi sur les avantages fiscaux mis en place par le gouvernement en faveur des Français les plus aisés. Notre pays n'a jamais autant fait en aussi peu de temps pour un si petit nombre. Ainsi, depuis la prise de fonction de cette majorité en 2017, les réformes fiscales ont été menées tambour battant. Dans le collimateur de la gauche, le sentiment d'injustice fiscale nourri par la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Mais avec vous, on peut désormais avoir des millions en banque, des yachts, des chevaux de course, des jets privés, mais payer des impôts au même taux que tout le monde. 238 000 contribuables ne payent donc plus d'impôts sur la fortune. Autre point de friction, l'évasion fiscale. François Ruffin interpelle Bruno Le Maire à ce sujet. Quand arrive ce texte, promis par le président de la République, sur les avantages indus des dirigeants et les évasions fiscales? À droite, la critique est la même. Julien Aubert accuse le gouvernement de taxer les classes moyennes. On taxe ceux qui ne peuvent pas s'évader, les mêmes qui sont éternellement taxables, et parce qu'on sait très bien aussi que la souveraineté fiscale de la France, lorsqu'il s'agit d'aller s'attaquer à plus gros que soi, je pense notamment aux GAFAM, est beaucoup plus compliquée à exercer. Fidèle aux engagements du gouvernement, Bruno Le Maire défend la suppression de l'ISF ou encore la réduction de l'impôt sur les sociétés. Pour le ministre de l'économie, la multiplication des taxes ne réduit pas les inégalités. Que notre système fiscal est redistributif, mais que les inégalités à la racine en France restent scandaleusement élevées. Et c'est bien l'honneur de cette majorité que de vouloir traiter les problèmes à la racine par l'éducation, par le travail et par l'emploi, plutôt que par systématiquement l'augmentation des impôts et des taxes. Les dispositifs fiscaux du gouvernement sont en cours d'évaluation. Les conclusions seront rendues à l'automne prochain. Sophie Taillé-Polian, que résoudrait le retour de l'ISF ? Il rapporterait 5 milliards d'euros à la France par an. Donc je pense qu'on saurait quoi faire de cet argent, parce que l'impôt sert quand même à financer des services publics. Il sert à financer l'éducation, il sert à financer les hôpitaux. Or, ce que j'observe, c'est que pour équilibrer le budget de la sécurité sociale, on a encore
serré la vis aux hôpitaux. On a aussi serré la vis aux retraités avec le fait de ne plus indexer les retraites sur le coût de la vie. Donc je pense qu'avec 5 milliards d'euros, on pourrait déjà remettre un petit peu dans le service public. Ou est-ce que les personnes qui payent l'ISF, eh bien, du coup, partiraient à l'étranger ? Alors, on dit toujours ça, et depuis depuis le début du XXe siècle, ce qu'on observe, c'est que globalement, le Bercy évalue entre 15 et 20 millions d'euros ce qui échappait. Donc, sur 5 milliards, je pense que ça vaut quand même le coup. Voyez, et puis je pense que, y compris moralement, pour une histoire de justice, de sentiment de justice qui est aujourd'hui tellement bafoué, eh bien ce serait bien de revenir sur des taxations plus importantes pour ceux qui ont des revenus plus importants. Alors le président Emmanuel Macron a dit qu'il ne toucherait pas à cette mesure. Cependant, 22 députés La République En Marche ont proposé cette semaine une forme de nouvelle ISF et ils expliquent que si la mesure ne portait pas ses fruits, eh bien ils pourraient conditionner cette exonération d'impôt à un investissement dans les PME. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense qu'il faut arrêter de faire des PPL qui conditionnent, etc., complexifier. Je pense qu'il faut remettre un impôt sur le patrimoine et sur les hauts revenus qui soit très clair et qui soit lisible. Et je pense aussi qu'il faut travailler à faire en sorte que la fiscalité des entreprises soit plus juste. Aujourd'hui, en France, entre les très grandes entreprises qui optimisent, qui, voire parfois, ont des politiques d'évasion fiscale et des petites entreprises, il y a une différence de l'ordre de 14% du taux d'imposition. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait agir. Parce qu'il y a des niches fiscales qui sont surexploitées, surutilisées de manière pas légitime par des grandes entreprises que les petites n'ont pas les moyens de faire. Notamment, je pense au crédit d'impôt recherche, qui, on le sait, est surexploité par les uns au détriment finalement des autres. En un mot, le Parti socialiste a lancé début janvier l'initiative d'un référendum d'initiative partagée pour rétablir l'ISF. On rappelle qu'il faut 185 signatures de parlementaires. Où en êtes-vous ? Alors nous travaillons, nous en sommes presque au but. Nous espérons encore convaincre quelques collègues à l'Assemblée nationale ou au Sénat. En tout cas, si nous n'y arrivons pas, ce sera certainement parce que des députés ou des sénateurs En Marche, qui d'un côté disent qu'ils veulent bien, mais de l'autre côté ne veulent pas, ne signeraient pas. Alors, on va terminer avec le grand débat national. Emmanuel Macron a reçu toute la semaine les chefs de groupe et de partis représentés au Parlement pour parler de ce grand débat et de son issue, avec une question qui divise. Faut-il organiser un référendum le jour de l'élection européenne ? Question posée à Édouard Philippe par les sénateurs lors des questions d'actualité au gouvernement. C'était mardi. Écoutez le Premier ministre. Je ne crois pas qu'un instrument unique soit de nature à traiter l'ensemble des questions qui auront été évoquées pendant le grand débat. Le scrutin qui interviendra le 26 mai pour les européennes sera un scrutin d'une importance considérable, absolument considérable, pour la construction européenne et pour notre pays. Il faut que le débat ait lieu. Il faut que les gens disent clairement, que les responsables politiques, que nos concitoyens disent clairement ce qu'ils souhaitent s'agissant de la construction européenne, ce qu'ils veulent assumer s'agissant de la construction européenne. Nous avons tous à gagner à la clarté du débat en la matière. J'en suis intimement convaincu. Et tout ce qui permettrait, tout ce qui aurait pour effet de remettre en cause la clarté du débat serait probablement écarté. C'est d'autant plus vrai que, référendum ou pas, monsieur le sénateur, depuis très longtemps, les élections européennes sont le moment où on parle finalement assez peu des élections européennes et beaucoup de questions politiques nationales. Nous le savons tous, nous l'avons tous vécu et nous n'avons pas envie que cela recommence. Sophie Taillé-Polian, vous étiez dans l'hémicycle lors des questions d'actualité. Qu'est-ce que vous avez compris de la réponse du Premier ministre qu'on vient d'entendre ? Écoutez, ce que j'ai compris, c'est que le Premier ministre n'est pas forcément toujours très en phase avec le Président de la République. En tout cas, ce que j'ai compris, et ça m'a rassurée, c'est qu'il n'y avait pas de consensus au sein de la majorité pour organiser un référendum en même temps que l'élection européenne. Et ça, je m'en félicite parce que nous avons vraiment besoin d'avoir un débat ouvert, intéressant, sincère sur les questions européennes qui sont quand même extrêmement importantes. On l'a vu là sur l'affaire Alstom-Siemens, c'est quand même aussi l'orientation de cette Europe très libérale qui pose question, parce que c'est là-dessus que Alstom et Siemens ne s'allieront pas pour la concurrence libre et non faussée. Donc ça
ça me semble une bonne chose. Après, le référendum reste possible. Mais est-ce que le président souhaitera le faire tout seul en vertu de l'article 11 ou est-ce qu'on aura une réponse, je dirais, plus large? C'est quand même la question qui reste posée, parce qu'on ne sait toujours pas. Il consulte, il lance des ballons d'essai dans la presse. On voudrait quand même un petit peu de clarté sur où ce grand débat national qui peut parfois être assimilé à un show présidentiel en bras de chemise, où est-ce que cela nous conduit? Alors vous dites qu'il est possible, est-ce qu'il est souhaitable? Est-ce que vous appelez à cette solution de sortie de crise? Mais moi, je pense que la solution de sortie de crise, c'est une réorientation de la politique sociale et économique de ce gouvernement, c'est-à-dire répondre aux aspirations des gens. Ça, je ne pense pas que ça puisse se faire par un référendum uniquement. Ça peut aussi. J'ai appelé Bruno Le Maire à proposer au président de la République de faire un référendum sur la privatisation d'ADP. Ils veulent privatiser ADP, mais qu'ils vérifient auprès du peuple français s'il serait d'accord. Pourquoi pas ? Est-ce que du coup vous redoutez que les réponses de l'exécutif à cette crise des Gilets jaunes, à ce grand débat finalement, soient des réponses uniquement institutionnelles et pas des réponses sociales que vous appelez de vos voeux? Il ne faut pas qu'il y ait une réponse tactique, essayer de sauver sa peau au lieu de sauver la France. Donc si c'est un référendum uniquement sur quelques questions dont on sait qu'elles sont majoritaires et parfois démagogiques, mais ça ne marchera pas de toute manière. Soit le président gagnera ce référendum mais avec une très faible participation et donc ça ne changera rien à la situation de sa déconnexion avec ce que veulent les Français, soit ce sera un plébiscite contre lui. Donc je pense qu'il faut sortir de cette crise en mettant vraiment tout le monde autour de la table et en travaillant sur un projet fédérateur pour les Françaises et les Français, un projet de justice sociale et un projet de transition environnementale. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sophie Taillé-Polian d'avoir été avec nous cette semaine. Merci Thibault. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'actualité parlementaire.